Voilà, donc on a un peu de retard. Je ne vais pas faire de commentaires d'introduction très longue. Juste pour rappeler que euh, la question de l'identité est évidemment très fondamentale et fondatrice. Elle est presque en amont des identifications. En français, on pourrait dire que l'identité comme l'identification renvoie à la question qui suis-je, mais l'identité à la question qui suis-je du verbe être, et la question des identifications à la question qui suis-je du verbe suivre. L'identité est plutôt du côté de l'être, l'identification plutôt du côté de l'avoir comme. Voilà, quant au genre, c'est une notion qui va être développée alors par nos trois conférenciers. La parole est d'abord au professeur Alain Malcher, qui est pédopsychiatre à l'hôpital de Liège. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je suis une chose vivante, bizarre, non spécifiée. C'est un jeune patient qui m'a dit ça la semaine passée. J'aurais pu prendre ça comme titre de l'exposé de cet après-midi. Alors, je remercie les organisateurs pour cette invitation à une journée, bien sûr, mais surtout ici un séminaire particulièrement important pour moi dans mon travail et sur un sujet qui est bien sûr tout à fait difficile. Et voilà, je vais faire ça un petit peu à l'ancienne, ce ne sera pas trop académique, je n'ai pas de PowerPoint, voilà. C'est plutôt l'idée de lancer des idées. Je compte beaucoup sur les échanges aussi avec les autres intervenants et avec vous. Alors, clairement, juste pour fixer les choses, nous sommes ici avec quelqu'un comme Jean Chambry qui a une expérience déjà très importante. Nous, à Liège, en Belgique, on est au tout début de la clinique trans, tout début. En fait, au niveau adulte, ça existe déjà, il y a une cohorte de plusieurs centaines de personnes, mais au niveau des enfants adolescents, c'est tout à fait neuf comme le service d'ailleurs de pédopsie, puisque la pédopsie existe à Liège depuis 2015. Donc ça ne devrait pas être bien vu. Alors voilà, donc forcément, ça va faire un petit peu petit poussé à côté de l'expérience des collègues. Je vous demanderai donc votre indulgence là-dessus. Alors, bon, on ne peut pas évidemment parler trans sans mettre quand même vite quelques mots, ce qui va faire un petit peu quand même une introduction. Bien sûr, je crois que les autres orateurs interviendront aussi, mais vous avez remarqué que nous avons déjà tous les trois un mot différent. Transgenre pour la mienne, transidentité pour Jean Chambry et transsexualité pour Dr Gabaldon. Il y a aussi, comme vous savez, les dysphories de genre dans le DSM, les variances de genre pour les organisations, les militants. Alors, bon, voilà, on va pas perdre trop de temps là-dessus, puisque notre temps est quand même assez limité. C'est vrai que le terme de transsexualité est un terme, elle est le premier terme, historiquement parlant, qui a tendance, on verra, qui a tendance à disparaître parfois dans certains textes parce que ça ferait référence à la sexualité et donc à une orientation sexuelle, alors que nous parlons effectivement ici d'une question d'identité, la question de l'identité qui est liée à notre sexe anatomique comme définition de nous-mêmes. Alors cette identité sexuée, qui repose sur quelque chose d'anatomique, permet de définir un vécu social, culturel, psychologique, un rapport à soi-même et au monde, qui va être notre genre. Donc le sexe mâle amenant le genre masculin, le sexe femelle amenant le genre féminin. Alors nous sommes dans notre clinique ici confrontés à des personnes, pour ce qui nous occupe, adolescents et enfants, qui nous disent non. Ils nous disent non, mon sexe ne définit pas mon genre. D'autres encore refusent même l'idée même de genre, en disant mais non, je ne suis pas en transgenre, j'ai un genre depuis toujours qui est pas celui de mon corps. C'est plutôt alors une question de transidentité. Et encore, ce sont des termes qui mériteraient de longs développements, puisque transidentité, ça renvoie aussi aux identités fluides, des gens qui ne veulent pas choisir, etc. Enfin, c'est une série de queer, etc. Alors, effectivement, mon jeune patient, là, quand il dit qu'il est une chose vivante, je pense qu'effectivement, il nous pose bien la question, il a 15 ans et demi, il nous pose bien la question de l'identité, clairement. Alors, dans un congrès comme la EPA, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut effectivement faire un peu des références
contre-transférentiellement donc à sa propre histoire et un petit peu un chemin personnel. Je vais donc me permettre très, très brièvement de réévoquer l'idée que moi, je me suis intéressé à la question transsexuelle à l'époque, à la fin des années 80. Ce qui ne me rajeunit en tout cas pas. J'étais jeune psychiatre et j'étais chargé à l'hôpital de voir la cité des tout jeunes adultes là, à l'époque, pour leur donner une sorte de quitus, si vous voulez. Ils avaient déjà tout fait avant, endocrino, chirurgie, tout. Il n'y avait plus que la vue du psychiatre. Bon. C'est une composition dont vous devinez combien elle était inconfortable. Surtout que j'étais confronté à une pathologie psychiatrique majeure à l'époque, que jeune psychiatre, donc j'avais encore plein d'idées. J'étais personnellement en pleine cure psychanalytique, donc c'était pas tout simple tout ça, et j'étais effaré par la souffrance énorme des jeunes que je rencontrais à cette époque-là, si bien que je n'ai jamais pu dire oui, en fait. Ce n'était pas possible pour moi, c'était à l'époque, je nous mets quand même il y a 30 ans, donc une demande folle pour moi, permise par la réponse folle de la médecine. Et une sorte de psychose monomaniaque, va-t-on dire. Voilà, c'était il y a 30 ans, cette idée-là n'était pas, cette vision des choses n'était pas si folle que ça, elle. Donc voilà. Et puis là-dessus, j'ai quitté l'hôpital pour tout un moment, etc. Et la chose est tombée. Et puis j'ai un cas dans mon panthéon personnel que j'appelle la poule aux œufs d'or. Alors pourquoi la poule aux œufs d'or? Eh bien c'est un jeune qui avait juste 18 ans et qui était tout à fait féminisé, donc en transition sociale. Et il se fait qu'il se prostituait pour économiser de l'argent, pour pouvoir se faire opérer. Ce qui ne plaisait pas du tout à son proxénète, qui ne voulait absolument pas qu'il soit opéré. Il appelait donc « tu es ma poule aux œufs d'or », parce que j'ai appris à cette occasion-là que les clients qui vont voir des prostituées sont en fait très contents de découvrir quelque chose du sexe masculin dans le corps des prostituées qu'ils vont voir. Alors j'ignorais cela, et donc effectivement, finalement, il se fait que je l'ai revu quelques années plus tard, par hasard, devant chez moi, comme par hasard, et je vois vraiment une belle jeune fille qui m'aborde. « Ah, docteur Malcher, comment allez-vous » Et c'était lui, elle, qui avait été effectivement opéré et qui effectivement avait repris des études et donc se retrouvait dans une situation incontestablement de jeune femme. Voilà. Et puis alors, voilà, de nouveau, break. Et puis alors, depuis quelques années maintenant, on a un petit peu remis les choses, notamment avec une présentation que j'ai faite avec le psychologue Frédéric Burdeau, qui est celui qui s'occupe des adultes au CHU de Liège, et qui a été présenté ici à l'EPA d'ailleurs à Bruxelles, au Congrès de Bruxelles. C'est le cas que nous avons appelé Brandon, et qui nous a présenté aussi en fait la souffrance la plus pathétique possible, vraiment quelque chose de très interpellant sur le plan contre-transférentiel, avec vraiment une fuite en avant caricaturale, avec une posture féminine vraiment de très mauvaise qualité. Et dans le travail qu'on a fait avec lui, on a pu vraiment identifier une sorte d'identification féminine comme protection face à une mère toute puissante, très disqualifiante et voire destructrice à l'égard des hommes, et mère après la reconnaissance de qui il courait vraiment comme ça de façon aussi pathétique. Et comme Chilan disait à propos des garçons, des adolescents, il avait 14 ans, il a 14 ans, enfin il avait à l'époque, oui, être la plus belle. C'était vraiment être la plus belle par tous les moyens, fût-il caricaturaux, et voilà, et limite, mise en danger, la reconnaissance à tout prix, vouloir être, pas prostitution là, mais quand même pas très loin de relations dangereuses, pour être reconnue comme jeune fille. Là, sans être touché. Il n'était pas question que l'homme qui pouvait s'intéresser le touche le moins du monde. On avait évoqué, nous, à l'époque, versant, état limite, versant psychotique, bon, toujours un diagnostic psychiatrique de nouveau, et on sait à quel point maintenant les diagnostics psychiatriques ont mauvaise presse dans cette question trans, et voilà, nous allons tout doucement y venir, bien entendu. Alors, une question importante dans l'approche de ces jeunes-là, c'est une phrase qu'ils peuvent dire ou non, c'est-à-dire « je suis » ou « je veux être ». Ce qui, évidemment, vous aurez compris que c'est quelque chose qui modifie vraiment le rapport à cet être, à cette identité. Est-ce que je le suis déjà ou est-ce que je suis autre chose et que je veux le devenir? Alors, en disant ça, je pense à mon plus jeune petit patient
Jusqu'à aujourd'hui, je vous expliquerai, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai que des garçons qui veulent devenir filles, donc des MTF, male to female. Donc le plus petit, c'est Noah, que j'appellerai Noah, qui a 6 ans et qui se présente absolument comme une petite fille. Alors, bien sûr, à 6 ans, la différenciation sexuelle est encore évidemment assez facile, on est encore loin de la puberté. Mais ce qui m'interpelle très fort avec elle, c'est que très vite, il m'a été totalement impossible de dire « il ». Alors que j'ai plutôt l'habitude de dire « il », mais là, je suis pris dans la relation, une relation thérapeutique finalement, avec une petite fille, incontestablement, qui au départ surjouait, de façon un petit peu, une sorte comme on dit populairement, une sorte d'hystérie, comme ça, des rires, etc., des choses de forcées. Et puis le naturel est venu. Et puis j'ai une petite fille tout à fait normale, dont le bilan psychologique s'est révélé normal, avec un QI quand même intéressant à 127. Et le travail que je fais avec elle, même si je s'appelle toujours Noah, c'est un prénom un peu double, ça, non, de toute façon. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait possible dans le travail, c'est de faire une longue fresque qui pourrait traverser actuellement, qui pourrait traverser toute la scène ici. Et chaque séance représente un épisode comme ça dans une longue histoire, qui est faite de choses très élégiaques comme ça, avec des personnages, ces petites sirènes, des machins très gentils. Et puis un jour, il se passe tout d'un coup quelque chose dans cette fresque, et il y avait un prince là qui s'intéressait à une princesse, parce qu'il y a beaucoup de princesses évidemment, des danseuses, etc. Et ce prince a l'air un petit peu menaçant comme ça, c'est pas très bien. Et tout d'un coup, je vois la princesse, enfin, elle dessine, la princesse qui plante un couteau dans la tête, et qui explose la tête du prince. Malheureusement, et nous allons y venir, vous imaginez l'intérêt d'un matériel comme ça, je n'ai rien pu en faire, parce que, ben non, il était méchant. Et on est retombé dans un factuel bon voilà, j'y reviens de temps en temps. Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'essaie de réintroduire. Je dirais que c'est la seule échappée qui pourrait signer comme ça une sorte un Stoller, et aussi repris par Colette Schillan notamment, parlait comme ça de ce clivage et d'une double figure féminine. En fait, le problème, c'est que effectivement, le matériel ne repose pas sur quelque chose finalement autre que cette longue relation que j'ai, et longue quasi physiquement, comme vous voyez, puisqu'on fait cette longue fresque comme ça. Alors, je ne vais pas être trop long sur ce cas-là, mais on pourrait y revenir. Alors, j'ai un certain Christian, que nous appellerons Christian, qui donc a 12 ans, lui, est totalement féminin, prépubère, garçon prépubère, avec de longs cheveux blonds, qui est parfaitement intégré. La transition sociale est tout à fait faite. Apparemment, au niveau de l'école, en Belgique, il est dans le secondaire, en première secondaire, donc dans l'enseignement correspond à cet âge-là, et il m'explique, nous avons parlé beaucoup, de façon très claire, mais nous parlons beaucoup de ce qu'il ressent, de ses copains qu'il interroge sur son sexe, s'il a des érections, etc. Enfin bref, nous pouvons vraiment parler de ça, et il en parle avec les proches. Ce qui le tracasse beaucoup, en fait, lui, c'est évidemment l'arrivée des caractères sexuels secondaires qu'il pressent, 12 ans. Et j'y reviendrai à la fin de l'exposé sur cette question-là. Ce que je veux relever ici, c'est que par contre, le bilan de tests projectifs, donc TAT et Rorschach qu'on a fait, montre un Rorschach tout à fait normal et un TAT très perturbé. Alors ça, je trouve ça évidemment intéressant de voir l'écart qu'on peut faire entre finalement un matériau inconscient qui renvoie à quelque chose d'apaisé, je dirais, et effectivement des planches du TAT qui, sur stimulation comme ça, beaucoup plus réaliste, comme vous le savez, qui le déstructure. La psychologue m'a parlé vraiment de confusion, de confusion de rôle, de confusion vraiment d'identité, de mouvements pulsionnels anarchiques, etc., qui sont renvoyés par les planches du TAT. Une autre, en troisième et dernière citation, c'est un cas plutôt, on appellerait Raphaël, qui est là un petit peu une situation plus, je dirais parfois comme on pourrait imaginer aussi que les choses peuvent arriver. Il a un oncle transsexuel, c'est-à-dire un oncle qui est devenu sa tante maintenant,
Et voilà, je reçois les parents, je le reçois assis entre ces deux parents, et dans un premier temps, je m'interroge sur son niveau intellectuel, parce qu'il est là entre ces deux parents, qu'il regarde alternativement, avec un air complètement endormi, une sorte d'hypotonie du maxillaire inférieur, comme ça il les regarde, sans dire un mot, et ne dira pas un mot toute la séance. Et les parents parlent, disant qu'eux ne croient pas, ils ne veulent pas d'ailleurs, etc. Enfin bon. Et puis quand je le vois seul, je vois un ado, tout ce qu'il y a de plus ado, qui commence à parler, etc., qui réagit, qui m'explique effectivement combien il est perturbé par cet oncle, qui se pose des questions lui aussi, etc. Enfin bref, tout un questionnement identitaire finalement extrêmement sain et vivant, qui va finalement évoluer en quelques séances, au point qu'actuellement, moi, je n'évoque plus le moins du monde cette question trans, et que nous parlons surtout de ces conflits avec ses parents, comme n'importe quel bon ado qui se respecte. Alors, là, venons un petit peu dans la situation en Belgique. La loi, vous savez que, vous ne savez pas, je vous l'apprends, qu'en 2017, la Belgique a adopté une loi extrêmement facilitante pour les questions de transition sociale. Et cette loi a été d'application à partir du 1er janvier 2018. Donc c'est hier, quoi. 1er janvier 2018. Alors je vais pas commencer à vous citer les articles de loi, bien sûr, mais je vais juste vous donner quelques indications d'une conférence de presse que le ministre de la Justice et la ministre de l'égalité des chances et du droit des personnes handicapées, etc., ont tenu. Alors l'idée étant effectivement, donc, voilà, ça c'est le ministre de la Justice, obliger les personnes qui veulent changer de sexe ou d'identité à se faire stériliser ou à subir une opération de réassignation de sexe n'est pas une évidence du point de vue des droits de l'homme. En France, c'est pareil. Cette situation est pénible sur ce plan et sur le plan humain. Dès lors, l'arrivée de cette nouvelle loi nous réjouit. Et la ministre, elle dit effectivement, avec cette loi, nous ne faisons rien d'autre que permettre aux personnes d'être elles-mêmes sans y associer des critères non pertinents ou pénibles. Nous renforçons notre fonction d'exemple dans le domaine des droits des OLEBI, donc ça c'est un nouveau terme aussi, OLEBI, homosexuels, lesbiennes, bisexuels, et des transgenres. Par ailleurs, nous y voilà, la nouvelle loi transgenre offre aux personnes mineures la possibilité de développer progressivement leur identité de genre et de faire reconnaître celle-ci étape par étape. Donc, c'est l'idée de la transition sociale. À partir de 12 ans, un jeune peut faire changer son prénom en un prénom qui correspond à son identité de genre. 12 ans. À partir de 16 ans, il sera possible de changer sa registration de sexe dans l'acte de naissance. Alors, pour pouvoir faire ça à 16 ans, pas le prénom à 12, mais l'acte de naissance à 16, il faut un simple petit papier, déclaration du pédopsychiatre sur le fait que le jeune dispose d'une faculté de discernement suffisante pour avoir la conviction durable que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement. Voilà, il faut juste signer ça. Alors, ça fâche évidemment ça les organisations, les militants, puisqu'évidemment, ils se disent que c'est une limitation du droit de leur point de vue, puisqu'ils suspectent évidemment que les psychiatres qui doivent évaluer la faculté de discernement quant au vécu intime vont évidemment faire plus sans doute que simplement parler 3 minutes avec le jeune. Donc ça reviendrait à une psychiatrisation de la question trans, ce qui évidemment est très très mal vécu. Alors voilà, nous sommes donc dans une logique de l'évidence, une logique du fait accompli. Nous sommes vraiment confrontés à un réel, mais un réel, si je puis dire ça comme ça, qui exclut l'imaginaire, qui exclut le symbolique. Un réel qui nous empêche finalement de penser. Alors, Colette Chilan évoquait dans un de ses articles le fait que s'occuper de transsexuels oblige à un travail sur soi, qui oblige à repenser effectivement le masculin et le féminin. Et c'est tout à fait pertinent. Je laisserai de toute façon Georges Chambry le soin de parler de Colette Chilan, il le fera beaucoup mieux que moi puisqu'il l'a connaît, il l'a connu plutôt. Bref, donc, mais cela dit, quel travail psychothérapeutique pouvons-nous faire en fait dans cette situation-là? Ce qui fonde notre travail psychothérapeutique, c'est quand même quelque chose qui a à voir avec l'empathie, avec ce partage d'émotions, avec
On parlait d'identification projective tout à l'heure, avec effectivement cette capacité de nouer un échange et de comprendre vraiment de l'intérieur ce que nos jeunes patients disent. Et ici, nous sommes tout à fait dans une situation qui rend cette possibilité d'échange extrêmement difficile. Là aussi, finalement, on parle de non-congruence, je n'ai pas cité, mais on parle aussi de non-congruence. Hein, ce serait peut-être le lycée des 11 qui parlerait de ça. La non-congruence, elle est entre leur souffrance et notre attente à nous. Christian, celui de 12 ans qui a peur, il ne dit pas qu'est-ce qui m'arrive. Sa seule question, c'est quand est-ce qu'on va commencer un traitement pour que les caractères sexuels secondaires n'apparaissent pas. Il ne me demande pas ce qui lui arrive. Il le sait. Il n'a pas à le penser. Il le sait, il le vit de l'intérieur. Et c'est ce changement-là, il ne faut pas que ça arrive. Et il est vraiment pris là-dedans. Et les parents font absolument le même mouvement. La maman de Noah, qui est enseignante dans son école, fait tout pour, et ça se passe effectivement, fait tout pour que tout soit organisé autour de la féminisation de son petit garçon. Et ici, la maman de Christian, à chaque séance, me dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, etc. Alors, j'ai fait allusion à jusqu'à ce matin, parce que ce matin, je viens de recevoir un mail d'une maman, médecin nucléariste au CHU, dans mon CHU, qui me dit, voilà, cher docteur Malcher, hein, c'est la maman d'une jeune fille de 12 ans, qui, il y a quelques semaines, pas plus, vient de leur révéler sa volonté de changer de genre, auquel elle aurait pensé depuis l'âge de 7-8 ans, sans en avoir parlé. Et elle ne me demande pas d'évaluer la situation, elle me parle déjà d'un urologue, et elle me demande d'accompagner sa fille dans sa démarche. Donc elle ne me demande pas ce qui arrive, elle ne me demande pas si c'est juste ou pas juste, si c'est vraiment. Elle me dit, est-ce que vous êtes d'accord d'accompagner ma fille dans sa démarche? Donc de permettre effectivement d'entrer dans le circuit de notre petite consultation là, naissante de trans. Alors, voilà, je crois que c'est vraiment là la question centrale à laquelle on est confronté. Il n'y a pas cette demande d'évaluation et la seule issue finalement, c'est peut-être de faire ce que cette maman demande, c'est-à-dire accompagner sans encourager et sans décourager. Décourager, je crois que plus personne, en tout cas dans les situations qu'on a à voir, plus personne n'a trop envie de le faire. En tout cas, à ce moment-là, si on est psy et qu'on veut faire ça, je crois qu'on perd aussi vite le cas, donc ça ne sert à rien. Encourager, on n'est pas des militants non plus, donc effectivement, l'idée c'est plutôt de co-construire l'avenir. Mais alors, je me retrouve, et c'est là que cette dimension d'échange, moi, je compte beaucoup là-dessus aussi, cette question effectivement de caractère sexuel secondaire, parce que là, on est à 12 ans. À 12 ans, ils peuvent changer, la transition sociale peut se faire, mais il est évident que la transition sociale ne se fera pas facilement si les caractères sexuels secondaires émergent. Alors on est dans cette question évidemment qui va nous toucher, c'est-à-dire l'hormonothérapie, et je sais qu'on va en parler, l'hormonothérapie à 12 ans. Qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est la question qui fâche évidemment. L'idée, en fait, des plans d'hormonothérapie, c'est 12-16, où on bloque, par des analogues, où on bloque les hormones du genre d'origine. À partir de 16-18, on peut introduire les hormones du sexe désiré et éventuellement après 18, une intervention chirurgicale si nécessaire. Avec un tas d'arguments médicaux, je ne suis pas endocrinologue. Je sais qu'il y a deux excellents articles de 2016 qui sont sortis de l'équipe de Jean Chambry qui effectivement sont extrêmement rassurants. Une revue de littérature aussi, sont extrêmement rassurants sur la dangerosité ou non de bloquer, de permettre au minimum ça. Alors c'est la question qui fâche, c'est la question effectivement que j'ai envie de lancer là comme ça à la fin de ce petit exposé, c'est et pourquoi pas? Si on sait quand même qu'ils ne vont pas changer, est-ce que vraiment ce n'est pas leur, entre guillemets, pourrir la vie que de refuser en disant je vais attendre pour réfléchir. Oui, bien sûr, nous avons envie, bien sûr, j'ai envie de réfléchir, d'approfondir. On sait bien qu'il y en a qui vont changer d'avis et il y en a qui ne vont pas changer. Tout ça est très complexe. Est-ce que si je donne des hormones, je ne prends pas déjà position et que je décide, je les empêche de changer d'avis puisqu'ils ont déjà des hormones et que effectivement, finalement, les choses vont se mettre. C'est vrai, mais en même temps, s'ils ne changent pas d'avis, et on est toujours dans cette espèce de dualisme dans la réflexion où nous essayons de penser à quelque chose finalement qui n'est pas peut-être si pensable. Et donc voilà, j'ai vraiment envie de partager cette difficulté
que je ressens, je ne dirais pas au quotidien, mais presque dans les différentes situations que je puis rencontrer. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, on va réserver la discussion pour la fin, à la suite des 3 interventions. Et la parole est maintenant à Jean Chambry, qui est pédopsychiatre, chef de pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Paris, président du collège de pédopsychiatrie de la Fédération française de psychiatrie, président élu de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et vice-président de la Société française d'études de la prise en charge des personnes trans. Donc il est évidemment très expert dans ce champ. De m'avoir proposé de participer à ce symposium sur la notion de transidentité. Merci beaucoup à Bernard d'avoir eu le courage d'aborder ce sujet qui est assez complexe et qui reste un sujet difficile. Je vais essayer de faire le point sur la situation française et de voir qu'on se pose encore beaucoup de questions, et peut-être je poserai plus de questions que réellement aborder, pouvoir fournir des réponses. Effectivement, dans cette aventure, je ne me serais pas engagé si Colette Schilland ne m'y avait pas incité. Et c'est pour ça que je la remercie et je lui rends hommage sur sa ténacité et son ouverture sur cette question. Malheureusement, elle n'a pas été très bien comprise par les associations LGBT françaises qui continuent à penser qu'elle reste la psychiatre et la psychanalyste la plus transphobe de France, mais c'est assez douloureux parce que j'ai eu la chance de participer aux consultations et de travailler avec elle, et j'ai rarement rencontré quelqu'un avec une telle humanité et chaleur dans l'accueil des personnes trans. Mais vous allez comprendre ce qui fait l'objet du conflit avec les associations. Alors, quelques repères rapides qui ont déjà été ébauchés par notre collègue. Effectivement, on va différencier du coup la notion de sexe qui repose sur les aspects biologico-anatomiques des aspects de genre qui sont l'expression des différences de sexe dans une culture donnée. En français, on parlera d'identité sexuée pour aborder la question de comment on investit dans la représentation de soi la question d'être homme ou femme, et la question de l'orientation sexuelle qui sera différenciée puisqu'elle concerne effectivement l'attirance, le désir pour quelqu'un de l'autre sexe ou du même sexe que soi. Certains auteurs utilisent le concept d'identité sexuelle, c'est-à-dire qu'ils prennent, en fait, ils font une synthèse des deux notions d'identité sexuelle et d'orientation sexuelle, et ils considèrent que l'orientation sexuelle est donc une part de la construction identitaire. On a beaucoup parlé dans la société française de la notion de stéréotype de genre, c'est-à-dire comment un sexe est représenté de façon caricaturale dans une culture donnée. Et un terme qui est beaucoup repris par les patients eux-mêmes aujourd'hui, c'est la notion de binarité qui est en lien avec la philosophie dégagée des gender studies avec Judith Butler sur la question effectivement, y a-t-il des catégories binaires hommes-femmes extrêmement différenciées ou y a-t-il un continuum entre hommes et femmes ? Et nous aurons donc des patients qui viennent en revendiquant le fait qu'il y a bien une binarité, mais erreur d'attribution, alors que d'autres viendront pour aborder leur difficulté d'accepter cette différenciation catégorielle entre hommes et femmes. La question que ce sujet aborde est la question, y a-t-il une normalité de la construction identitaire ? Et s'il n'y a pas d'anormalité de la construction identitaire, alors quel est l'objet du soin et pourquoi y a-t-il des psychiatres dans cette affaire ? Alors les notions ont beaucoup évolué et changé, comme on l'a évoqué aussi. Au tout départ, on a pensé que c'était une forme de psychose, puisqu'il y avait un déni de réalité du corps. Puis on a abordé la question de transsexualisme, mais en considérant que cela restait un trouble de la construction de l'identité sexuée. Puis effectivement, le DSM-5 a fait le choix d'affirmer qu'il n'y avait pas
d'anormalité de la construction identitaire, que toute identité devait être respectée. Mais par contre, certaines situations de construction identitaire amenaient à souffrir d'une confrontation à la réalité biologique du corps ou au regard des autres. Et que c'est cette souffrance qui est l'objet du soin et non pas la construction identitaire. Donc ça change beaucoup, effectivement, la façon d'aborder cette problématique. La notion de transgenre, issue donc des gender studies, et donc cette idée qu'il n'y a pas de discontinuité homme-femme et qu'on peut se présenter homme à certains moments, se présenter femme à d'autres moments en fonction des circonstances et de son ressenti. La notion de transidentité, donc une notion plus vaste qui va prendre en compte toutes les différences et qui prend en compte donc toutes ces notions que je vous ai précédemment citées. Alors pour essayer parfois de s'y repérer, ce n'est pas simple, on va parler d'hommes trans, c'est-à-dire des femmes biologiques qui souhaitent devenir hommes, qui se sentent hommes, ce sont des hommes trans, ou des female to male dans le langage, ou des femmes trans qui sont des hommes qui souhaitent devenir des femmes, dit male to female. Alors, la problématique est née aussi de la notion d'ambiguïté sexuelle et d'enfants intersexués. En effet, comme vous le savez, un certain nombre de maladies peuvent entraîner à la naissance que l'enfant présente une certaine indifférenciation sexuée. Aujourd'hui, on utilisera dans le DSM-4 la notion de trouble du développement du sexe, qui est le terme officiel qu'on retient dans les classifications. Le problème de ces enfants, c'est qu'est-ce qu'on propose dans les premières années de vie de ces bébés pour lequel il y a une ambiguïté morphotypique. Est-ce qu'on va du côté de la transformation vers un homme ou la transformation vers une fille ? Alors au départ, dans un modèle médical très paternel, on a pensé que, paternaliste je devrais dire plutôt, on a pensé qu'il fallait éviter de questionner les parents sur souhaitez-vous plutôt un garçon ou une fille, et que les professionnels faisaient donc le choix qui paraissait le plus adapté, le plus pertinent pour la situation, en pensant que ce qui comptait, c'est que l'environnement soit convaincu du genre de l'enfant, du sexe de l'enfant. Hein, c'était les positions de Stoller, héritier de Monet. L'idée, si les parents sont convaincus, alors l'enfant pourra se construire dans cette identité sans difficulté. Bien sûr, aujourd'hui, les parents sont associés à la question, à la décision qu'il va falloir prendre autour de ces enfants. Mais là où un nouveau courant est apparu, c'est l'idée, mais parce qu'il y a un pourcentage de ces enfants intersexués qui est assez modeste, mais un pourcentage qui existe d'enfants qui disent « mais moi, on n'a pas fait le bon choix pour moi. Et aujourd'hui que je deviens adolescent, je ne me reconnais pas dans l'identité qui a été choisie pour moi. » Partant de ces quelques expériences qui restent minoritaires, on a pensé qu'il était donc nécessaire, en tout cas certains pays et certains collègues et certains sociologues, qu'il était important que l'enfant puisse être associé au choix. Donc se pose à ce moment-là la question de l'âge du discernement pour être associé au choix, et cela nécessite d'être élevé pendant une période dans une certaine neutralité. Et là, ça pose une autre question. Un enfant peut-il se construire avec une identité neutre ? C'est la question que tout ça pose. L'Allemagne a fait la reconnaissance de la neutralité parmi d'autres pays. C'est une tendance qui apparaît, et avec l'idée que c'est l'enfant qui choisira quand il sera en mesure de choisir au cours de l'adolescence. De là, on a étendu la question à « mais au fond, est-ce qu'il ne faudrait pas que tous les enfants puissent être en capacité de choisir leur sexe ? Est-ce que finalement, nous n'imposons pas aux enfants, dans un modèle hétéronormé et binaire, des représentations ? Et il y a une expérience en Suède d'une crèche neutre, avec des parents bien sûr volontaires et militants, et avec un courant qui se dégage maintenant au Conseil de l'Europe, avec l'idée que le choix du sexe est un droit fondamental de tout être humain.
Alors, du côté des demandes associatives, évidemment que les associations LGBT souhaitent que la transidentité soit reconnue comme une variante de la normale et qu'ils ont un message très fort sur à la fois la notion de dépathologisation et de dépsychiatrisation, mais cela va plus loin encore puisqu'ils demandent l'autodétermination, c'est-à-dire la possibilité d'avoir recours à ce que chacun pense bon pour soi sans l'obligation d'une évaluation médicale et encore moins d'une évaluation psychiatrique. Ce qui pose aussi un gros problème en France, puisque en France, la situation de transidentité permet d'avoir accès à une reconnaissance de remboursement à 100% de l'ensemble des prises en charge. Mais pour avoir remboursement, il faut donc avoir prescription et donc diagnostic. Alors, le pourquoi. J'aurais bien du mal à vous répondre. Il y a de nombreuses théories. Les théories plus anciennes font effectivement référence à des travaux psychopathologiques autour des interactions familiales et la place de l'enfant dans la famille qui le conduirait à des identifications qui ne sont pas conformes à la réalité biologique de son corps. Colette-Chilan pensait que pour chaque situation, au fond, ces enfants avaient été face à une grande souffrance narcissique et que cette demande, finalement, était une tentative de cicatriser cette souffrance. Pour autant, elle-même pouvait reconnaître que, selon elle, quand la solution était très investie, et ce précocement, à partir de 12-13 ans, cela n'était plus du tout accessible à aucune forme de psychothérapie. Aujourd'hui, les théories sont plutôt centrées sur des dimensions génético-biologiques avec l'hypothèse de micro-imprégnation lors de l'embryogénèse qui pourrait peut-être expliquer une partie de ces cas. Il y a une dizaine d'années maintenant, plus de 10 ans, effectivement, quand des programmes sont apparus dans la prise en charge des adultes, des équipes françaises se sont mises en place, des équipes pluridisciplinaires réunissant psychiatres, endocrinologues, chirurgiens, pour accueillir ces adultes, leur proposer un accompagnement centré à la fois sur la transition sociale, c'est-à-dire l'affirmation de leur genre dans la société, puis l'accompagnement, si nécessaire, vers une réassignation hormonale, voire une réassignation chirurgicale. La position était très claire dans cette association. Le transsexualisme restait un trouble, mais un trouble qui n'était pas accessible aux thérapies, et donc il fallait accompagner pour diminuer la souffrance de ces personnes. Et bien sûr, la position était rien avant 18 ans, parce qu'il y a la problématique adolescente qui est trop complexe, ce qui, nous l'avons découvert, a développé des réseaux libéraux qui existent depuis très longtemps et qui prennent en charge ces adolescents et qui prescrivent des traitements hormonaux sans évaluation psychiatrique. Cette société, aujourd'hui, la SOFEC, dont je suis l'un des vice-présidents, est une société extrêmement attaquée par les associations LGBT, parce que justement, c'est une société qui s'est beaucoup mis en avant sur l'idée c'est un trouble et l'évaluation initiale doit toujours être psychiatrique et le médecin qui coordonne le parcours est un psychiatre. C'est cette position très ferme et rigide qui a conduit aujourd'hui à des conflits mais extrêmement violents à chaque fois que la société propose des colloques et des journées. Et moi-même suis régulièrement interpellé sur pourquoi j'ai accepté d'être vice-président de cette société terrible et méchante qui s'occupe mal des patients. Alors ça, c'est la vision des associations. Alors, effectivement, nous, ce qu'on a dit, avec 3 collègues, puisqu'au départ, c'est parti d'une impulsion de 3 collègues parisiens, dont je suis l'un des 3, avec Agnès Condat et Anne Bariachi, nous sommes allés voir ce qui se passait dans les autres pays, et les 2 leaders sur la transidentité des mineurs, c'est effectivement le Canada, avec l'équipe de Toronto, et Amsterdam, avec l'équipe de Cohen-Ketnis. Nous avons donc été nous former dans ces services et nous avons découvert l'existence de recommandations internationales sur la prise en charge des mineurs que nous avons tenté de mettre en place en France,
qui suppose d'une part le respect de la construction identitaire des enfants et des adolescents qu'on accueille, et que l'objectif du soin est le soulagement de la souffrance que ces situations entraînent, l'abandon du pourquoi au profit du comment, une lutte contre la marginalisation la plus précoce possible et un accompagnement de l'environnement. Pourquoi mettre en place ces consultations? D'abord, effectivement, il y a le discours des adultes qui évoque que depuis l'enfance, ils ont toujours ressenti cette difficulté. Alors, on peut dire que c'est un discours reconstruit, mais c'est le discours qui est présent. Et on avait l'idée, effectivement, d'un repérage précoce pour un meilleur accompagnement, pour permettre une vie d'adulte le mieux vécue possible, avec aussi l'idée du respect des travaux internationaux. Et effectivement, la psychiatrie gardant cette place autour de la souffrance, en sachant que spontanément, nous n'avions pas eu l'expérience de beaucoup de consultations, puisque ce qui se dit, c'est que les pédopsychiatres sont de formation psychanalytique, et ce n'est pas un compliment dans les associations en question. Donc, les motifs de consultation, de ce qu'on a pu voir dans cette consultation. Le vécu familial des parents qui ne savent pas comment réagir face à cette question. Au tout départ, les premiers cas sont surtout des conséquences de tentatives de suicide ou de malaise anxio-dépressif qui permettent la révélation de cette situation, des difficultés d'intégration au milieu scolaire et maintenant de plus en plus des demandes du jeune. Le projet est donc d'accueillir l'enfant, l'adolescent et sa famille, de faire une évaluation situationnelle, diagnostique, et de voir en équipe pluridisciplinaire ce que pourra proposer dans cette situation. Alors, l'évaluation, elle a pour objectif à la fois d'affirmer qu'on est bien dans une situation de transidentité et de voir aussi s'il y a d'autres difficultés, comme des troubles dépressifs, des troubles anxieux. Alors, vous voyez qu'on va utiliser le terme de comorbidité, qui peut être choquant dans une approche psychopathologique. Très concrètement, dans cette consultation, alors là, c'est plutôt ma cuisine que je partage avec vous. Je prends donc un temps avec le patient seul. Je lui demande un petit peu de me raconter comment il est arrivé à cette conclusion, ce qu'il ressent, ce qu'il a de souvenirs de son enfance, de ce qu'il vit actuellement, comment il se projette dans l'avenir, de ce que représentent les différents hommes-femmes, de ce qu'il imagine des relations amoureuses ou des relations amoureuses qu'il est en train de vivre, de la possibilité de relations sexuelles, de ses attentes par rapport à cette consultation. Et je vais recevoir les parents dans un deuxième temps avec l'enfant ou l'adolescent pour reconstruire un petit peu la vision de l'enfance, les vécus de cette révélation et là aussi les attentes des familles. Je vous passe les critères du DSM-5 que vous retrouverez facilement, qui existent à la fois chez l'enfant et différenciés chez l'adulte. Chez l'enfant, effectivement, il y a un critère obligatoire qui est la présence d'un fort désir ou de la conviction d'être de l'autre genre. Et après, c'est très difficile, comme vous le voyez, de sortir des stéréotypes de genre, puisqu'on pose beaucoup de questions, mais qui renvoient aux représentations culturelles quand même des différences hommes-femmes. Nous proposons une évaluation endocrinologique et enfin, nous terminons donc sur cette conclusion d'une prise en charge individualisée avec l'objectif de réduire la souffrance de l'enfant, de l'adolescent et de l'environnement, d'accompagner les familles et de maintenir des liens enfants-adolescents et de faciliter l'intégration sociale, scolaire, voire professionnelle pour les plus grands. Pour faire cela dans un binôme psy-endocrino, nous allons proposer des choses spécifiquement pour l'enfant et l'adolescent, nous allons proposer aussi des choses spécifiques pour accompagner la famille et nous allons être en relation avec les partenaires des métiers de l'enfance. Alors, juste quelques données de cohortes, des cohortes canadiennes et d'Amsterdam, puisqu'ils ont fait l'expérience de prendre en charge des enfants avec de grosses cohortes de plus de 300 enfants sur une trentaine d'années pour voir leurs évolutions. Alors là, vous avez l'étude des enfants prépubères, donc ces enfants qui arrivent avant 12 ans pour exprimer le vécu, le ressenti de vouloir ou d'être une fille ou un garçon. Et là, il y a des grandes différences de résultats entre l'équipe de Toronto et l'équipe d'Amsterdam, puisque pour l'équipe de Toronto, 85% de ces enfants vont sortir de cette problématique à partir du moment où on s'intéresse à eux et à la famille. Ils n'ont pas d'outils psychanalytiques à Toronto, mais ils ont une approche plutôt systémique.
hein, on va dire. Et puis, à Amsterdam, par contre, il y a 50% de désisteurs. Donc, on voit qu'il y a quand même un grand pourcentage d'enfants qui vont sortir de cette problématique, mais il y a quand même un écart important entre les deux équipes. Alors, cet écart suscite beaucoup de polémiques. Alors, moi, je ne connais pas encore très bien l'équipe d'Amsterdam, mais les premiers contacts que j'ai eus avec eux par rapport à Toronto, où il y avait un positionnement très fort de « il faut être neutre, il faut être dans une position du pourquoi pas », et on reste effectivement dans « vous savez ce que vous êtes et on va vous accompagner dans ce que vous êtes, mais nous, on ne vous pousse pas dans telle ou telle direction », c'est vrai que la position d'Amsterdam est beaucoup plus affirmée dans le droit à la transidentité. Et c'est vrai que ça nous pose un certain nombre de questions, en particulier pour les plus jeunes. Si l'on regarde ce que c'est, 85% de Toronto sont devenus jeunes adultes. Jeunes adultes, 5% ont finalement fait une demande de changement de sexe. Donc ils sont revenus vers l'équipe pour reprendre un travail autour d'un changement d'identité. 20% ont affirmé une hétérosexualité et 75% vont affirmer une homosexualité, mais sans avoir de conflit avec leur corps. Par contre, les deux équipes arrivent exactement au même résultat après 12 ans. 80% des jeunes persistent dans leur demande. Si on ne propose rien, on sait que ça majore les risques suicidaires, le risque de marginalisation qui va être très important et le risque de désocialisation et d'isolement. Vous avez bien entendu que nous ne sommes pas dans un souhait de modification du vécu identitaire. Alors là, ça pose un certain nombre de questions éthiques qui vont sûrement être éclairées par mon collègue après moi. Et je rappelle l'échec de toutes les formes de thérapie après 12 ans dans ces problématiques. Les difficultés de prise en charge de l'enfant, ça je l'ai déjà abordé. Alors juste pour refaire un petit point aussi sur les modifications de la loi française, vous allez voir que la loi française est un peu différente. Elle a été modifiée et le décret d'application date d'avril 2017. D'abord, elle a ouvert pour tous la possibilité très facilitée d'un changement de prénom, qu'il soit masculin ou féminin, c'est-à-dire que là, c'est une démarche purement administrative. La mairie ne peut pas s'opposer au changement de prénom. Si demain, je veux m'appeler Simone, j'écris à la mairie de mon habitation et je changerai mon prénom et ma carte d'identité. Mon acte de naissance sera rayé. C'est une démarche qui est possible à tout âge de la vie. Avant 13 ans, ce sont les parents qui font la démarche. Entre 13 ans et 18 ans, ce sont les parents et le jeune. C'est une démarche écrite. À partir de 18 ans, évidemment, c'est la personne seule qui fait cette démarche. L'autre aspect est le changement d'identité de sexe sur les papiers. Ce n'est possible en France qu'après 18 ans. Mais ce qui change, c'est sans certificat médical. C'est-à-dire que la question du changement d'identité n'est plus médicalisée et donc il n'y a pas d'obligation à suivre une réassignation hormonale ou chirurgicale pour bénéficier d'un changement d'identité. Alors c'est déclaratif, il y a un dossier à monter et on est rencontré par le juge qui lui aussi n'est pas censé s'opposer à cette demande. Nous allons donc accompagner l'enfant et l'adolescent. Alors c'est vrai que beaucoup vont quand même bénéficier de thérapies, mais qui seront plus centrées sur qu'est-ce que ça va changer dans leur vie et comment ils font face à ces changements. On propose parfois pour certaines familles en grande difficulté des thérapies familiales. On accompagne socialement la plupart de ces situations dans les démarches administratives et on commence à travailler avec certaines associations LGBT qui supportent que je sois vice-président de la SOFECT. Alors, dans les outils hormonaux, effectivement, comme ça vous a été présenté, quand ils viennent assez précocement avant d'avoir dépassé le stade 2 de Tanner, ils peuvent bénéficier d'un blocage de la puberté, qui est une suspension de la puberté et qui est transitoire. Et à partir de 16 ans, il sera possible soit de restimuler la puberté physiologique, soit de faire une puberté dans l'autre sexe. Et il n'y a pas de chirurgie avant 18 ans. Pour ceux qui n'ont pas bénéficié de ce blocage de la puberté, il y aura possibilité d'une réassignation hormonale à partir de 16 ans, mais avec l'accord des parents. Et pour ça, effectivement, il faudra quand même un certain temps d'évaluation. Il faut développer aussi des soins particuliers. Nous mettons en place des rééducations orthophoniques pour placer la voix de façon plus cohérente. Et se pose la grande question de la reproduction et de la congélation des gamètes sur lequel nous sommes actuellement en grande difficulté.
puis la chirurgie qui sera possible à partir de 18 ans. Pour vous donner une idée de la situation actuelle, dans ma propre consultation, quand j'ai commencé en 2014, j'avais 5 demandes par an. Depuis septembre 2017, j'ai 10 demandes par mois. Je m'occupe, moi, dans ma consultation des 10-20 ans. Nous sommes 3 équipes à Paris et nous avons, depuis 2014, construit une cohorte de 250 patients. Nous avons des délais d'attente qui sont devenus très très longs car nous sommes submergés par ces demandes. En ce qui me concerne, dans ma consultation 10-20 ans, puisque moi je ne m'occupe que de la période 10-20 ans, j'ai 85% d'hommes trans, donc contrairement à la Belgique, j'ai majoritairement des hommes trans, des filles biologiques, avec une moyenne d'âge de 16 ans. Le plus jeune a 12 ans et le plus âgé actuel a 18 ans. On commence à avoir des demandes hors Paris et 80% des demandes sont passées par les parents. Nous avons quelques adressages par les collègues pédiatres et on commence à avoir des demandes par l'adolescent seul. Sur cette cohorte de 85 patients, tous répondent quasiment aux critères. On a eu le cas d'une jeune fille qui avait du mal à accepter son homosexualité dans un contexte très religieux et on travaillait autour d'elle et elle est sortie effectivement des diagnostics. Nous avons eu un garçon dit transgenre, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de demande de changement d'identité, mais il avait besoin à certains moments d'affirmer sa féminité, ce qui posait un certain problème dans son milieu. Et nous avons aussi des problèmes maintenant d'associations. Il y a un certain nombre d'études internationales qui sortent sur les associations Asperger, dysphorie de genre et évidemment les associations anorexie mentale, dysphorie de genre qui nous posent un certain nombre de questions. Et aussi, est-ce que avoir fait un épisode psychotique antérieurement mais stabilisé est un obstacle à la réassignation? C'est aussi des questions en cours. Finalement, sur mes 85 patients actuels, 5 patients ont finalement, au bout d'1 an et demi, renoncé au changement en disant « mais finalement, votre pourquoi pas a été un grand soulagement parce que tant qu'on me disait c'est impossible, il faut attendre », c'était du coup une quête existentielle. À partir du moment où vous avez dit « pourquoi pas » et que mes parents ont pu commencer à penser cette hypothèse, finalement, j'ai compris que mon malaise était ailleurs et je ne souhaite pas poursuivre. Mais c'est 5 patients sur les 85 en question. Ils viennent de tous les milieux. Évidemment, la crainte des parents, c'est la marginalisation. Un certain nombre de ces jeunes, quand ils sont en lien avec des associations LGBT qui leur permettent de trouver du soutien face à la différence, certains vont être en difficulté car un certain nombre d'associations restent sur des positions antipsychiatriques très fortes avec l'idée que les psychiatres seraient les garants de la normalité sociétale et que c'est un problème. Alors, sommes-nous les garants de la normalité sociétale? Parfois, j'ai certains collègues, je me demande quand même la question. Et effectivement, dans ces consultations, nous avons des biais de recrutement, puisque nous avons les familles qui, comme dit une maman, une fois qu'on a mis le doigt chez vous, on y perd le bras, puisque effectivement, une fois qu'on commence à rentrer dans ce questionnement, il y a des ouvertures qui vont être souvent plus importantes que ce que les familles elles-mêmes pouvaient penser au départ. Il y a beaucoup de demandes de groupes de parole sur lesquels actuellement nous ne sommes pas en mesure de répondre et c'est pour ça que nous travaillons avec un projet avec plusieurs associations pour mettre en place ces groupes de parole. Alors, des questions se posent à nous. Que faut-il faire face à la non-binarité puisque nous avons des jeunes maintenant qui viennent et qui disent « moi je ne veux être neutre, je veux être homme mais… je veux juste qu'on m'enlève les seins, mais je ne veux pas de testostérone. Et j'envisage d'avoir des enfants. Est-ce qu'il faut envisager la réassignation hormonale avant 16 ans, puisque l'équipe d'Amsterdam est en train de tester un protocole de réassignation hormonale à 14 ans. Quels seront les espoirs de la chirurgie sur ces questions? Voilà encore de nombreuses questions. Donc pour moi, évidemment, c'est un phénomène à prendre en compte. Il y a beaucoup de jours où je me pose beaucoup de questions. Est-ce que finalement, ces 10 demandes par mois, c'est une parole facilitée, une parole qui avait besoin de se développer? Ou est-ce que c'est une nouvelle expression d'un malaise adolescent et que là, on sur-diagnostiquerait cette dimension?
la question du pourquoi et du comment l'articuler, les questions éthiques complexes que tout cela pose. Et puis, la réalité, par contre, c'est qu'actuellement, en France, nous avons très peu de demandes pour des enfants. Nous avons surtout des demandes pour des adolescents, ce qui pose aussi un certain nombre de questions quand on compare au Gender Center d'Amsterdam ou de Toronto. Voilà donc les principales références qui m'ont permis de vous présenter le protocole international. Et hier, dans un symposium sur la littérature, cette phrase a été citée et je me suis dit, vraiment, elle a fait écho à ma réflexion actuelle sur ce sujet. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Jean pour ce témoignage, enfin cette expertise très riche dans ce domaine difficile. Voilà, pour avoir un petit peu de temps de discussion, je passe tout de suite la parole à Sabel Galbadon, qui est psychiatre et en possession d'un master de bioéthique. ¿Sí? Ahora sí. Perfecto. Gracias, doctor Dolce. Gracias a la organización por dejarme participar en esta mesa. Gracias al doctor Marché y Chambéry porque han sido bastante diáfanos y para mí clarificadores en muchísimos aspectos. Yo como clínico, quizá mi experiencia es escasa, apenas 5 años. Me dicen que no se oye. ¿Ahora sí? Perfecto. Lo que ocurre es que es un trabajo que yo he realizado de reflexión desde la bioética y también desde un trabajo de tesis en filosofía sobre 2 aspectos concretos que voy a traer aquí, que es la medicalización de la transexualidad, o bueno, me da exactamente igual hablar de transexualidad que de la variabilidad de género en el niño, de los comportamientos normativos en niños y adolescentes. Y para esto voy a articular el discurso en los 2 pilares que sustentan la intervención médica, la medicalización, que son por una parte el diagnóstico y por otra el tratamiento. Basaré mi intervención en esos 2 pilares. Empezaremos por el primero, por el diagnóstico. Yo creo que posiblemente sea el más problemático. Las respuestas yo creo que son de sentido común, pero este tema del diagnóstico es el más problemático. La patologización y clasificación de estas situaciones es para mí el punto más conflictivo. La transexualidad sigue formando parte de las categorías médicas patologizantes que han operado y operan como reguladoras de lo que podemos llamar la verdad de género, entendida como un parámetro de normatividad y normalización social, a través de la exigencia de la concordancia, sexo, género y el establecimiento de una heterosexualidad obligatoria. Esta idea de control social es heredera de la Ilustración y de la Revolución Industrial y parte de la instrumentalización de la ciencia, y de esta forma el saber científico se ha expuesto como un producto social que en la mayoría de los casos muestra los presupuestos políticos y sociales bajo los que se produce. Dentro de los saberes científicos, la medicina y particularmente la psiquiatría no han escapado a este hecho. Un diagnóstico psiquiátrico proporciona el terreno fecundo para la discriminación y el estigma social. Me dejarán que les dé 2 ejemplos, que aunque estén distantes en la historia y uno los pueda ver como grotescos, no están tampoco exentos de tragedia. En el año 1851, el doctor Samuel Cartwright, en Illinois, estableció 2 entidades nosológicas. Una era la disestesia etiópica y la otra, la trapetomanía. Se las definiré. La disestesia etiópica era la poca motivación por el trabajo y la falta de diligencia en general que tenían algunos esclavos de las plantaciones de los Estados Unidos. La drapetomanía, de drapetos, griego, fuga, era el deseo imperioso que manifiestan ciertos esclavos a huir de la plantación, corriendo el riesgo de perder la propia vida. ¿Cómo se podían imaginar que un esclavo quisiese huir cuando era, de alguna manera, por imperativo social y hegemónico, su papel, el aceptar su esclavitud? Ahora, puestos los diagnósticos, también automáticamente se establecía un acto terapéutico. El doctor Cartwright comentaba que en la disestesia etiópica era cuestión de darle
unos ungüentos que además daba exactamente qué tenían que tener, pero para que penetrasen bien en la piel se tenía que utilizar el látigo. Esto es historia. Nos podemos acercar un poquito más y ver qué es lo que pasaba, por ejemplo, en la escuela de Moscú del doctor Sneversky en los años entre 60 hasta el advenimiento de la perestroika. En la Unión Soviética no se seguía ninguna codificación diagnóstica del DSM o del ICD, de la OMS. Muchos aspectos eran muy descriptivos y el doctor Sneversky fue el fundador de la escuela de Moscú. Leeré, por ejemplo, un aspecto de cómo él definía una entidad nosológica creada por él, que era la esquizofrenia continua cicloide de subtipo leve. ¿En qué se caracterizaba? Primero, en temor, desconfianza, depresión, sentimientos nada extraños en personas perseguidas por el Estado, de aquella época, de la Unión Soviética estoy hablando, religiosidad, adaptación deficiente al medio social, lo que caracterizaba a un disidente, formulaciones ideológicas y reformismo, otro modo de describir la disidencia, por lo menos antes de la perestroika. Y yo me pregunto, el hecho de que muchos disidentes fuesen diagnosticados como esquizofrénicos e ingresados en instituciones psiquiátricas, ¿creen ustedes que estaba ligado a un error diagnóstico por los psiquiatras que lo aplicaban? Yo creo que no. Los psiquiatras que lo aplicaban pensaban y creían que de verdad estas personas formaban parte y tenían un tipo de patología especial. En esto añadiré un aspecto que a mí me parece importante, lo que se llaman las líneas de confianza, que se establecen entre el saber científico y la edificación de la medicina. Es cierto cómo, precisamente, cada vez los psiquiatras y los psicólogos somos menos críticos a la hora de establecer diagnósticos con aquellas codificaciones o manuales que se nos dan. Somos muy poco reflexivos hacia esto. Es más, y si tenemos un gran maestro que nos dice que esto es así, y lo veremos como la gran verdad. Y entonces, el DSM, o el ICD, me da exactamente igual, pasará a sacralizarse. Y yo lo podría parodiar con una frase bíblica. Una palabra tuya bastará para enfermarme. Sería un aspecto que se podría utilizar también del DSM. Cuando realizamos un diagnóstico psiquiátrico a las personas con identidades y expresiones de género diversas y consideramos que su experiencia debe estar necesariamente marcada por un sufrimiento inherente a su condición, ese diagnóstico tiene el efecto de reforzar esa misma matriz de normatividad y el fin de tranquilizar a la sociedad estigmatizando a las personas. La transexualidad como concepto médico entra en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en el año 1980, en la que sería la tercera edición de este manual, DSM-3. Curiosamente, tiene un aspecto contrario, porque otro tercer aspecto, por ejemplo, el diagnóstico sería la homosexualidad. La homosexualidad sale del DSM-3 en 1980, aunque aproximadamente, no sé si fue en el año 73, en un congreso de la APA, en una asamblea de la APA, perdón, en San Francisco, y ante la presión del lobby homosexual, se decidió que esta situación saliese del DSM-3 por votos a mano alzada, creo que del 47% contra el 53%. Imagínense, una entidad sale o no sale por votos de los integrantes en la asamblea de la APA. Curiosamente, la homosexualidad en el Código Diagnóstico de la OMS, en el ICD, ha permanecido hasta el año 90. La introducción de la transexualidad se debe sobre todo a las presiones de lo que fue la Asociación Harry Benjamin sobre la transexualidad por una sencilla razón, porque tenía como intención posibilitar vías de atención facilitando el acceso a tratamientos hormonales y quirúrgicos y que estos fuesen asumidos por las aseguradoras privadas y por el sistema público de salud en Estados Unidos. En las últimas clasificaciones médicas se ha intentado evitar el estigma con cambios de denominación. Hemos pasado a lo largo del tiempo y de diversas clasificaciones psiquiátricas por varios nombres: trastornos de identidad de género, disforia de género, y en el borrador beta de la ICD-11, la que será la ICD-11, que parece que se aprobará en asamblea el próximo mes de mayo, cambia la terminología a incongruencia de género. Y su categoría diagnóstica también optando,
como mínimo por retirar esta categoría del capítulo de los trastornos mentales y del comportamiento y mantiene, o por lo menos quiere mantener, un código relacionado con la atención sanitaria transespecífica en un capítulo nuevo que se llama Condiciones relacionadas con la salud sexual. Bueno, pienso que es un avance, sin duda alguna, con el fin no solo de garantizar la mejor atención sanitaria a estas personas, sino también para que toda actuación esté necesariamente presidida por el interés superior del menor. Volviendo al DSM-5, este último define la disforia de género como una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente y expresa y el que se le asigna, y que va asociada a un malestar. Disforia quiere decir esto, malestar, clínicamente significativo o deterioro en lo social, escolar u otras áreas importantes del funcionamiento. Pero en la definición médica de disforia de género, como en las anteriores denominaciones, el diagnóstico no se pregunta sobre si las normas de género son erróneas, como no se preguntaba el doctor Carraway sobre si era la hegemonía del hombre blanco algo asumible e indiscutible. La disforia es entendida como inherente a la experiencia transexual y tiene como consecuencia un cuestionamiento del individuo, en lugar de cuestionar la matriz de normatividad en la que se encuentra inmerso y que funciona mediante la exclusión y la coerción de las personas que se salen de la norma. En el caso de los menores tiene relación con las coacciones y violencias recibidas tanto en la escuela como a nivel familiar y social, con la intención de impedir que expresen conductas no normativas respecto a su género asignado y con la intención de mantener un género binario. La transexualidad no supone una distorsión ni una incongruencia. No hay trastorno de la identidad ni problema de la identidad de la infancia. No hay más conflicto ni disforia que el que la sociedad ha logrado crear. La transexualidad, lejos de ser algo abominable o abyecto, incluso como se le tenía previa a la Ilustración por parte de la religión, se ha desvelado una más de las expresiones de la diversidad humana. Por estas razones, yo creo que deberíamos poner el foco no en el individuo, que es diagnosticado y patologizado, sino en el dispositivo de control que ejerce violencia contra estas personas, cuya identidad o expresión de género no normativos cuestionan el sistema de género binario. La transexualidad es un constructo que responde a una concepción antropológica y de la existencia normalizadora, una concepción que salta los modelos estándar de perfección y de las normatividades sociales y al mismo tiempo subyuga a aquellos que difieren de la mayoría estadística a través de diferentes estrategias, una de ellas patologizando las diferencias. Es lo que pasó con la homosexualidad, que constituyó, según señala Foucault, como una alteración psiquiátrica el día que se la categorizó médicamente en el año 1870, a raíz de un artículo de Westphal que en castellano se llamaba Las sensaciones sexuales contrarias, y donde, curiosamente, Westphal describe por primera vez a un transexual. No le da este nombre, pero describe un comportamiento transexual en este libro. Las rarezas del sexo, a partir de este momento y afianzadas por el pensamiento científico, pasaron a depender de una tecnología de la salud y de lo patológico. Y desde el momento que se vuelven objetos médicos o medicalizables, son, en tanto que enfermedades, trastornos o síntomas merecedoras de respuestas médicas. No olvidemos que se distorsiona con el fin de servir a sistemas de creencias políticos o ideológicos. Lo que no tenemos que olvidar es que si la ciencia se distorsiona con el fin de servir a sistemas de creencias políticos o ideológicos, las normas éticas patinan. Es cierto que en la última clasificación, el del DSM, la DSM-5, como en la futura del ICD-11, la OMS ha intentado una corrección. El grupo encargado de revisar el antiguo concepto de trastornos de identidad de género tuvo que equilibrar dos cuestiones importantes. Por un lado, el mantenimiento del acceso a la atención sanitaria, reduciendo el estigma asociado a la búsqueda de atención en salud mental, y para ello cambió el nombre. Pero este cambio de nomenclatura hay que entenderlo también por las críticas al diagnóstico y por las presiones desde los grupos LGTB cada vez en mayor número y cada vez con una mayor presión social y política, defendiendo que la transexualidad no es un trastorno mental y que este diagnóstico es estigmatizante, y por lo que reclaman su salida de las clasificaciones psiquiátricas. Esta situación no se arregla proponiendo un simple cambio de nombre, sino mediante un proceso de resemantización clínico y de denuncia y de construcción de lo que crean las actuales palabras.
No hay que dejar de lado el hecho de que el lenguaje no solo describe el mundo, sino que también lo crea. La teoría queer invita a una reflexión teórica mucho más amplia y más atenta a la multiplicidad de las diferencias sexuales. Se constituye como una crítica a la idea de que las identidades de género son inmutables y encuentra su arraigo en la naturaleza, en el cuerpo y en una heterosexualidad normativa y obligatoria. Nace de las ideas, primero de Michel Foucault y posteriormente de Judith Butler. Sobre todo por los procesos de subjetivación centrados en la discursividad de la sexualidad. Y pasa a convertirse en la elaboración teórica y activista de la disidencia sexual a través de la resignificación del insulto, que es la palabra queer. Entender que el término queer en inglés es un término polisémico, que como sustantivo se utiliza de manera peyorativa. Quiere decir maricón, lesbiana, como verbo transitivo, desestabilizar, perturbar, jorobar, y como adjetivo raro, torcido, extraño. Es curioso, no sé si es cierto o no, pero hace poco leí en un libro que la primera vez que aparece de manera formal el término queer en lengua inglesa es en el juicio a Oscar Wilde. Y lo utiliza, curiosamente, el acusador, este señor noble que acusaba a Oscar Wilde de haber sodomizado a su hijo. Es la primera vez que aparece de una manera formal, dejando el ámbito callejero a utilizarse de una manera formal en un acta, en este caso, judicial. El proceso de aceptación de la identidad sexual no es un capricho, es un camino personal, conflictivo, al que se le suma una importante presión social, estigmatización, discriminación y, en muchas ocasiones, violencia, que dan lugar a conflictos y síntomas que hay que contener y tratar. Pues la ansiedad, el estrés, las depresiones, el suicidio son más frecuentes en este colectivo. En la infancia y en la adolescencia nos encontramos con un proceso de desarrollo rápido y en ocasiones dramático, tanto físico como psicológico y sexual, y una mayor fluidez y variabilidad en los resultados, en particular cuando aún no han pasado la pubertad. A partir de los 2 años, niños, niñas pueden presentar características que podrían indicar comportamientos de género no normativos, expresar deseos de pertenecer al otro sexo, tener sentimientos de infelicidad respecto a sus características físicas, sexuales y sus funciones, etc. Ahora bien, no todos los menores trans tienen el mismo tipo de evolución y los mismos patrones de desarrollo. No existe una evolución lineal, no adquieren una conciencia de la transexualidad a la misma edad, no toman las mismas decisiones sobre sus vidas, no todas las rupturas de las normas de género en la infancia o en la juventud implican una vida adulta trans, como ya ha comentado el doctor Chambéry, ni conciben sus cuerpos de la misma manera. Por ejemplo, hay jóvenes que necesitan explorar la ambigüedad, que no se quieren sentir encerrados en una identidad simple y esquemática, y que no encajan en los moldes del sistema binario y convierten su definición en una forma de ser y estar, y pueden estar navegando en esta ambigüedad pues, durante bastante tiempo o incluso toda la vida. Muchos niños y niñas rompen con los moldes tradicionales y los comportamientos normativos de género con distinta intensidad. A veces sucede durante toda su vida, a veces solo durante un periodo, un tiempo más o menos breve. No todos estos niños y niñas serán personas trans cuando sean adultas. De hecho, la gran mayoría no serán personas trans. Tampoco se tiene certeza de que vayan a ser homosexuales o bisexuales. Es decir, que la ruptura de las normas de comportamiento que entendemos como masculino o femenino es tan frecuente que evidencia el hecho de que estas normas que organizan nuestra sociedad no encajan con la realidad de las personas de carne y hueso. Pienso que la tarea de los profesionales y de las familias es no adelantarse, no precipitarse a las necesidades, no precipitarse a las identidades posibles en los niños y jóvenes, no introducir etiquetas que puedan ser erróneas y estigmatizantes, sino escucharles en todo su proceso de maduración, apoyándose durante su crecimiento y actuando desde la búsqueda de mayor beneficio para los menores. Es decir, nuestra función debe ser no parar, pero tampoco empujar. Desde la ética clínica se puede aportar un punto de vista necesario y complementario, que es el análisis multidimensional de las decisiones médicas, para una práctica basada en los valores. Y con un nuevo imperativo que en términos kantianos podría expresarse así:
estudia y trata a las personas de tal forma que los efectos de tus acciones supongan siempre, al menos, una mejora en su calidad de vida. Nuestra obligación debe ser actuar pensando en el interés superior del menor. Subrayo, pensando en el interés superior del menor, respetando en la medida de lo posible la voluntad y los deseos del menor en un campo tan fundamental para la persona como es la construcción de la identidad de género y el libre desarrollo de la personalidad. ¿Pero qué ocurre con el tratamiento? Las personas transexuales no demandan que se les atienda porque sufren una enfermedad o un trastorno, sino por los obstáculos sociales que encuentran en el libre desarrollo de sus derechos más fundamentales. Justifican la ayuda sanitaria a la vez que exigen despatologizar la transexualidad basándose en el concepto de salud de la OMS, que propone un modelo que no se limita únicamente a la ausencia de enfermedad, sino que debe incluir la presencia de bienestar físico, psíquico y social. En líneas generales y ante una demanda médica debemos preguntarnos ¿hasta dónde podemos llegar en la aplicación de tratamientos médicos? Y ahora seré un poco vehemente, después matizaré. Yo entiendo que hasta donde uno quiera, según la necesidad sentida de cada persona. Pero en este querer o en este decidir debemos velar para que se realice de una manera libre y autónoma, sin injerencias internas o externas, sin coacciones sociales y analizando la capacidad de comprender, valorar, razonar y expresar esta decisión, teniendo en cuenta las diferentes opciones y sus consecuencias potenciales, y lo que es muy importante, personalizando cada situación. Es primordial garantizar siempre y en la medida de lo posible un compromiso con las intervenciones que se piden. La valoración psicológica, a mi juicio, y el asesoramiento pueden ser defendidas como esenciales, tanto para aclarar los motivos de modificación corporal y la naturaleza de sus efectos, como para ayudar a explorar algunas de las consecuencias físicas y psicológicas previsibles del cambio de roles de género, así como los efectos residuales del estigma asociado a la transición de género. Pienso que la evaluación psicológica y el asesoramiento pueden ser instrumentos de éxito en la transición de género, en lugar de impedimentos para el ejercicio de la elección. Ahora, tampoco son igualmente valiosos para todas las personas. Si es así, en estos procesos deben ser opcionales y nunca obligatorios. El papel de psicólogos y psiquiatras debe limitarse a tratar el malestar, si realmente existe, de las personas, y no se debe intentar tratar la identidad de género cruzado. Pero hay riesgos asociados a este hecho. Uno de ellos es que a nivel social nos estemos moviendo con criterios de formación reactiva, es decir, que veamos como única salida para los niños, niñas y adolescentes fomentar un tránsito a un género deseado como remedio adaptativo a las normatividades de género sociales y culturales. Y esto yo creo que es un verdadero problema. Otro riesgo a tener en cuenta es que la transexualidad puede atraer a un número importante de personas que tienen problemas de salud mental y emocional, lo que es importante detectar y entender y, por supuesto, no dejar desasistidas. Corremos el error de que si despsiquiatrizamos podemos ahondar en una especie de orfandad terapéutica a muchos niños, niñas y adolescentes que necesitan una ayuda psiquiátrica y psicológica. Hay que individualizar cada situación. A mi juicio es importante mantener una actitud prudente y de escucha, sin confundir esta prudencia con la inacción o el miedo. Es aconsejable un seguimiento riguroso, continuo del menor y de su familia, hasta el cumplimiento de la mayoría de edad. Los profesionales de salud mental pueden ayudar a las familias a tomar decisiones sobre el momento y el proceso de cambio y el rol de género de sus niños y niñas pequeñas. Y cabe recordar también que las interferencias y el retraso en la implementación de intervenciones médicas oportunas, como son las hormonales, para adolescentes, pueden prolongar el malestar y contribuir a una apariencia que podría provocar abusos y estigmatización. Finalizaré enseguida un minuto, considero urgentes las intervenciones desde todos los ámbitos, el educativo, el legislativo y el de la salud para erradicar el rechazo, la violencia y el acoso que pueden recibir estas personas, especialmente durante la infancia y la adolescencia. Es de desear que sus entornos se conviertan en espacios habitables en los que puedan explorar con seguridad su identidad y expresión de género, sin miedo a la violencia, evitando lo que Michel Foucault denominaba exclusiones incluyentes, una falsa inclusión donde se tolera y se integra al otro, pero que sigue marcado como el otro, creando falsas tolerancias.
Es importante que ante las presiones de no psicologizar, como he dicho antes, condenemos a estos niños y niñas a una orfandad terapéutica. Y es responsabilidad, por supuesto, de la Administración Pública garantizar la asistencia a la salud de todas las personas de una manera digna, rigurosa y científica. Para concluir, comentar que considerar socialmente la transexualidad como una situación peor y no deseada es la principal causa de discriminación y vulneración de derechos fundamentales de la persona. El reto no es considerarla una deficiencia, una situación peor y no deseada, y verla simplemente como una diversidad donde la diferencia no debe ser tamizada por tratamientos y actitudes patologizantes, una diversidad donde nos cuestionemos constantemente los parámetros de normatividad y normalización social presentes en la cultura y en la sociedad en la que vivimos. El respeto a las personas trans no consiste en tolerar las expresiones no convencionales de género. No solo hay que cambiar las leyes para prohibir la discriminación, sino que forma parte de un imperativo más amplio que supone el reconocimiento, reconocer un valor positivo en la diversidad. Y antes quería comentar también un aspecto que es importante, y es cuando aplicamos un tratamiento, precisamente utilizar el mismo imperativo ético que utilizamos para los ensayos científicos cuando se hacen. Y es que aquello que no es metodológicamente correcto es éticamente inaceptable. Por último, citaré a Axel Honneth, un filósofo de la Escuela de Frankfurt, quizá de tercera generación, heredero de Paul Ricoeur, heredero de Habermas, que él habla precisamente de un tema que es fundamental, el reconocimiento. Él comenta que los conflictos tanto políticos como bélicos en los 2 últimos siglos en nuestra sociedad se deben precisamente a la falta de reconocimiento. En el caso de los niños y niñas, reconocerlos permite transformar una situación conflictiva en una situación de cooperación para afrontarla de una manera más tranquilizadora para todos. Gracias. Bon, merci beaucoup à tous les trois. Je voudrais qu'on prenne le temps quand même d'une ou deux questions dans la salle. Juste un commentaire de ma part. Tu m'as remercié tout à l'heure, Jean, d'avoir eu le courage de mettre cette thématique à l'ordre du jour du congrès. Je ne vois pas du tout ça en termes de courage, parce que je pense que les missions de la EPEA ne sont pas simplement de s'intéresser à la psychiatrie, aux entités nosologiques, mais aussi de nous aider à réfléchir tous ensemble à un certain nombre de questions existentielles, et notamment celle de l'identité. Par ailleurs, cette question du transgenre, transsexualisme, transidentité, par rapport au thème du congrès, on est en plein dans la question, hein, entre biologie et culture, c'est le thème du congrès. Donc on est vraiment là entre des phénomènes de rencontre, entre la part personnelle du sujet, ce qu'il amène avec son équipement génétique, neurologique, anatomique, endocrinien, tout ce qu'on veut, et la rencontre avec le regard de la société, de ses parents d'abord, mais du socius dans son ensemble. Donc on est vraiment tout à fait là, dans le thème du congrès. Et puis chacun d'entre vous, vous avez fait ressortir au fond l'idée de la question de la souffrance psychique, indépendamment de savoir si on est dans une entité pathologique ou non, il peut y avoir de la souffrance psychique même quand on n'est pas malade. Voilà, donc là je trouve que cette question des troubles de l'identité de genre nous pose toutes ces questions et finalement la notion même d'identité est extrêmement compliquée. Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une conviction? Quelle est la part du savoir? Quelle est la part du vécu? On est vraiment dans des questions tout à fait pertinentes dans le cadre de la EPEA. Alors je voulais moi juste poser une question, puis quelle que soit l'heure, enfin on va dépasser à peine, mais on prendra une ou deux questions de la salle. Ma question, c'est plutôt une remarque, c'est depuis un certain... On l'a senti d'ailleurs un petit peu dans le congrès à propos de l'autisme et de l'intervention de Nicolas Georgiev qui rappelle les travaux de Laurent Meutron. On a trois, il me semble, peut-être d'autres, mais je pense moi à trois catégories de problèmes. Je ne vais même pas prendre le mot de trouble, mais une catégorie de problèmes qui suscitent des réactions parentales du même ordre, c'est-à-dire laisser nos enfants, ne les soignez pas au sens classique du terme. Je pense en particulier à la surdité, à
certain nombre de parents d'enfants sourds refusent les traitements et les implants, par exemple, en disant mais la surdité est une façon d'être au monde, on n'est pas obligé d'entendre pour être un être humain digne de ce nom. Il y a la question qui a affleuré tout à l'heure avec le sexe neutre, les ambiguïtés sexuelles, et si on n'est pas dans la binarité mais dans le continuum, une espèce d'identité intermédiaire qui ne serait pas forcément non plus à soigner, la souffrance psychique peut-être, mais voilà. Et le troisième est l'autisme. Est-ce que l'autisme, certaines associations de parents émergent actuellement pour dire, mais au fond, être autiste, c'est aussi une façon d'être au monde particulière. On n'est pas forcé de vouloir ramener les enfants autistes dans la normalité non autistique, dans les syndromes, dans les fonctionnements typiques. Voilà, alors je me demandais quel est le point commun, parce qu'apparemment, autisme, ambiguïté sexuelle et surdité, c'est quand même trois domaines assez différents. Je me demandais s'il n'y avait pas là vraiment une attention à porter à la question de la souffrance. Est-ce que la souffrance vient seulement du dedans, ou est-ce que la souffrance vient du dehors? Et peut-être que le point commun, le dénominateur commun de ces attitudes parentales, c'est de dire, mais au fond, nos enfants ne souffriraient pas si la société les acceptait tels qu'ils sont. Les acceptait autistes, les acceptait sourds, les acceptait dans une identité neutre. Je voulais savoir ce que peut-être vous en pensiez chacun. Peut-être pour nuancer juste à propos de la transidentité, il y a quand même un pourcentage de jeunes que je rencontre qui ont quand même une véritable souffrance avec leur corps, leur propre regard sur leur corps. Alors peut-être que ce propre regard sur leur corps est héritier des regards ingurgités de l'autre, mais il y a la question effectivement de la souffrance face au regard des autres, mais quand même beaucoup des jeunes qui viennent en tout cas me voir, il y a cette réalité-là qui les motive, qui est qu'ils ne peuvent pas trouver la paix avec leur corps tel qu'il est dans sa réalité, et il y a vraiment une souffrance importante qui existe en tout cas dans ces demandes. Oui, pour ma part, je rejoins tout à fait l'idée qu'il y a quand même aussi une souffrance chez les enfants autistes aussi. Il y a une souffrance réelle qui est interne. Je me dirais que peut-être il y a quelque chose qui a à voir avec la culpabilité des parents, une expulsion de la culpabilité des parents par rapport au fait que ce n'est pas nous qui, entre guillemets, avons raté quelque chose, mais au contraire, c'est la société qui fait que... Oui. Et donc là, mais sinon, pour l'histoire de la surdité, ça me fait penser à une situation que je viens d'avoir nouvelle, qui est que un couple d'homosexuels lesbiennes a voulu avoir une fécondation par un homme sourd pour être certain d'avoir un enfant sourd. De façon extrêmement provocante finalement. Ce n'est pas un accident de la nature, c'est un choix absolument d'avoir un enfant sourd. Donc je suis touché par cet exemple qui est assez frappant. Mais aussi, et il me semble par rapport à ce que tu dis, parce que c'est souvent quelque chose que moi j'aborde beaucoup dans les consultations avec ces jeunes, c'est est-ce que ta vie se résume à ta transidentité? Parce que moi, je crois que dans toute cette problématique, c'est quand même le risque de l'hyper-investissement de ces différences comme une réponse à la question qui je suis. Que je vois aussi dans les problématiques d'anorexie, de schizophrénie, etc. C'est que ce n'est pas la même chose pour moi de se dire j'ai une schizophrénie, je suis schizophrène. Et je crois qu'il y a vraiment à travailler aussi sur cette question-là. Et pour beaucoup de jeunes, je dis la transidentité, c'est une partie de toi, mais ça ne résume pas la complexité de ce que tu es dans tes projets, les projets d'études, les projets, etc., etc. Parce que c'est le risque pour certains de s'enfermer vraiment dans une dimension où du coup rien n'est plus accessible parce que tout doit passer par la transidentité. Et moi je crois que là c'est le risque toujours du diagnostic, c'est comment est-ce qu'il est utilisé comme une part de différence dans laquelle il y a une souffrance qu'on peut soulager, ou est-ce qu'il est entièrement investi comme une définition identitaire. Je crois qu'on a une grande responsabilité dans l'utilisation du diagnostic avec nos enfants et nos adolescents sur cette question. Estoy completamente de acuerdo con lo que comentaba el doctor Champery en estos métodos. Es curioso porque perdón, me resuena. Es curioso porque con esta asunción de la identidad trans que tienen muchos adolescentes, mediatizan exclusivamente su vida y su proyecto de vida a dar alivio a esta condición trans, olvidándose de cualquier otro elemento. Y es nuestro deber precisamente incluir otros aspectos y otras metas en su vida y en su realización.
Alors, une ou deux questions de la salle avant de se séparer. Je pense que c'est une problématique qui suscitera des questions. Oui, Margarita Ibanez. Lo digo en castellano, ¿eh? No, como habéis hablado todos de chicos ya más hechos, púberes, pero yo que he trabajado en niños de 0 a 5 años, con esta liberación de las fantasías actuales, he encontrado dos situaciones que me han hecho pensar más en analizar de forma clásica, como tenemos costumbre, las implicaciones, digamos, interrelaciones entre el deseo materno y la sexualidad del niño. Muy brevemente, había un niño que está en protección de la infancia y que ha movido políticamente mucho en Cataluña, todos los defensores que están en sanidad del respeto al problema de género, un niño de 4 años, que su madre dice, y ha salido en los periódicos, que este niño se siente niña desde el año de vida. Y este niño se siente niña desde el año de vida y que va vestido de niña y se llama pues un nombre de niña, que al final un juez ha dicho que no era el momento. Y otro caso, un niño de 7 años, primer paciente nuestro en la unidad hospitalaria, era un niño que se vestía con una falda delante de su madre, con toda una erotización que, trabajando con la madre y con el niño en psicoterapia, tenía 7 años, era más un equivalente de estos niños que enseñan su pene a sus madres en sus autopreguntas. Digamos, para simplificar, quería preguntaros qué pensáis. Eran casos que a mí me permitían trabajar en nuestro sistema clásico de pensar más desde el punto de vista psicoanalítico o psicodinámico la construcción de la sexualidad del niño y sobre todo la implicación del deseo profundo materno proyectado de forma excesiva sobre estos niños. Quería saber qué pensabais. Bueno, de todas maneras, bueno, intervendré con vuestro permiso yo primero. A mí ya me parece que ha habido un juez sensato en el primer caso y ha intervenido de una manera adecuada. Corre el peligro, y lo veo también por algunas asociaciones familiares, sobre todo de niños pequeños. Vemos niños, como tú dices, de 4, 5, 6, 7 años, donde hay muchas familias que ya automáticamente quieren iniciar el tránsito con el niño. Una actitud muy poco prudencial y de precipitación constante a esta situación y que se niegan precisamente a cualquier actitud de espera, de valoración, de trabajar con ellos y con el niño este tipo de situaciones. Y al revés también encuentro, por ejemplo, yo recuerdo un caso hasta hace poco de una madre de origen sudamericano, caribeño, muy coqueta y muy femenina ella, que tenía una niña de 7 años y su miedo era que su niña fuese una niña trans, precisamente porque no seguía ese ideal del yo de la mamá de lo que debería ser una niña coqueta, sino que es una niña pues, que se identifica en muchísimas cosas con aspectos de niños que ahora son lo más normal. Jugaba al fútbol, no era coqueta, pues podía vestir con ropa más masculina, pero que en ningún momento había, ni muchísimo menos, ningún aspecto, salvo la angustia de la madre para tratar. Yo creo que con los niños, con estos niños, temo algunas actitudes de las asociaciones de familiares de precipitación en los niños, lo temo, porque son muy difíciles de cambiar. Yo creo que personalizan en 2 o 3 casos pensando que ya cualquier niño automáticamente que con 3 añitos presente algún tipo de conducta inapropiada de género, se le tiene ya que efectuar un tránsito, travestirlo con ropas, avisar al colegio para cambios de nombre, etc. Jean, tu veux intervenir? Non, mais je partage tout à fait le même point de vue. La difficulté va être est-ce que le parent va être en mesure d'accepter qu'on questionne finalement la relation. Et ça, c'est peut-être une des difficultés du travail qu'on a quand même aujourd'hui et pas que dans ce domaine, c'est-à-dire parfois quand même de plus en plus avec certaines familles, questionner les interactions et le sens que ça a est vécu comme un reproche par le parent
et qui va du coup empêcher ce travail. Parce que la position qui est aujourd'hui très critiquée de Toronto a été justement, et ils ne sont pas psychanalystes, a été justement de rester dans une neutralité la plus forte possible en disant effectivement pourquoi pas, mais en essayant d'accompagner la famille dans toutes les angoisses que ces questions pouvaient susciter sur plusieurs générations, etc. Et on voyait que 85% des enfants du coup sortaient de ce questionnement. Et pourtant ils avaient une position de dire pourquoi pas. Donc je crois que la difficulté elle repose aujourd'hui dans notre société. Est-ce que nous sommes autorisés à penser quelque chose du sens de ce qu'on nous montre? Alors c'est vrai que les jeunes qui viennent voir, eux, ils ne sont pas intéressés. À chaque fois, je leur pose la question, est-ce que tu as une théorie sur, est-ce que tu, voilà, etc. Ils disent non, et ça ne m'intéresse pas. Mais je pense que pour des enfants plus jeunes, la question de prendre le temps avec les parents, de voir ce que chacun peut y mettre comme sens, est intéressant. Mais quelquefois, effectivement, j'ai le cas aussi d'une maman qui m'a dit, dès l'âge de 18 mois, il avait 18 mois et j'ai compris qu'il avait une dysphorie de genre à 18 mois. Et là, ça pose quand même un certain nombre de questions. Oui. Un dernier mot alors d'André Malcher. Oui, oui, donc je voulais dire le petit exemple, le Noah que j'ai évoqué tout à l'heure, qui a donc 6 ans. En fait, on ne va pas commencer à détailler l'histoire, mais il se fait que le papa est décédé. L'histoire trans, entre guillemets, commençait déjà avant, mais le papa espagnol était très opposé à l'idée que son petit garçon puisse changer. Et la maman est une maman extrêmement envahissante psychiquement, même par rapport à moi. Et c'est effectivement, il y a là, elle en a fait vraiment une histoire personnelle, où effectivement son enfant est quelque chose, bon, on pourrait parler quelque part hein, d'un phallus, quelque chose où cet enfant-fille finalement est là, et elle au quotidien, elle enseignante dans son école, donc elle défend, elle promeut littéralement le Je voudrais juste ajouter un mot quand même. Je ne voudrais pas qu'on limite les hypothèses au désir féminin des mères. Hein, parce que j'ai vu quand même beaucoup de situations où c'est la complexité du système familial. Non mais parce que voilà, je pense qu'il faut faire attention puisque c'est ce qu'on a reproché aux théories stolériennes de rester uniquement sur l'idée tout repose sur le désir de la mère. Et je crois qu'il faut quand même sortir de ces modèles réducteurs. Ça peut être le cas, mais ça peut être bien d'autres choses. Merci beaucoup. Peut-être que d'ailleurs le fait d'avoir limité ça au désir de la mère est déjà un effet de la théorie du genre. Hein. Bon. Alors on va s'arrêter là-dessus malheureusement et je rappelle que l'Assemblée générale de l'association a lieu ici à 6 heures. À 6 heures ici. Bravo à tous les trois.